Bonjour à tous et à tous et merci d'écouter Votre Santé, Votre Avenir, le magazine Santé de VOA Afrique. Je suis Rosine Mounezelo et Mohamedou Oumfa est avec moi dans ce studio pour la coprésentation. Bonjour Mohamedou. Bonjour Rosine, bonjour à tous. Cette semaine, nous parlons de la prise en charge psychosociale des personnes vivant avec le VIH. Il faut des programmes d'appui, de soutien pour ces personnes-là. Il faut renforcer psychologiquement les patients. Il faut les rendre autonomes financièrement. Il faut l'aider, le soutenir pour qu'il puisse s'affranchir. Cette prise en charge passe par la protection de ces personnes contre les actes de discrimination et de stigmatisation. Nous avons la loi portant protection des droits des personnes vivant avec VIH. L'article 42 punit d'une servitude d'1 à 6 mois et puis une amende de 50 000 à 100 000 francs congolais. Nous irons en Côte d'Ivoire pour voir comment des organisations non gouvernementales peuvent contribuer à soulager les malades. Nous venons auprès de ces personnes-là pour leur donner des conseils psychologiques, pour leur dire que c'est pas parce que je suis séropositif aujourd'hui que la vie est finie. Non. Et nous effectuons des visites à domicile auprès de ces personnes-là pour voir comment ils partagent leur séropositivité avec leur famille. Toutes ces informations et bien d'autres, c'est dans la suite de ce programme. Et pour commencer, voici l'actualité santé. Coup d'œil sur l'actualité. Et nous accueillons Firmin Koyaweda. Bonjour Firmin. Bonjour Mohamedou. Commençons par la flambée de peste pulmonaire qui sévit à Madagascar depuis le mois d'août. Cette maladie a fait plus de 200 victimes, mais serait en recul. Oui Mohamedou, selon le ministère malgache de la Santé publique, le nombre de nouveaux cas a régulièrement baissé ces dernières semaines. D'ailleurs, le Premier ministre malgache Olivier Mahafali a officiellement annoncé la fin de l'épidémie le 27 novembre dernier. Selon lui, le dernier cas de peste pulmonaire s'est produit le 3 novembre 2017. Or, selon les autorités malgaches, une fin d'épidémie peut être annoncée 15 jours après le dernier cas. Effectivement, Firmin, l'Organisation mondiale de la santé confirme que l'épidémie est maîtrisée, mais avertit que la riposte doit être maintenue. Tout à fait, Mohamedou. Le directeur général de l'OMS, le Dr Tedros Adhanom, a déclaré que le plus fort de la flambée est derrière nous, mais nous devons pouvoir continuer à détecter les cas et à intervenir jusqu'à la fin de la saison épidémique en avril 2018. L'OMS et ses partenaires s'engagent à continuer à aider le gouvernement malgache à coordonner la riposte, à fournir des orientations cliniques, à recenser et à traiter les patients et leurs contacts et à renforcer le dépistage dans les aéroports et parmi les passagers qui quittent le pays afin de réduire le risque de propagation internationale. Parlons à présent de la journée mondiale du sida. C'était le 1er décembre sous le slogan « Tout le monde compte ». En effet, la campagne pour la journée mondiale du sida cette année avait pour thème le droit à la santé. L'Organisation mondiale de la santé a insisté sur l'importance d'atteindre la couverture sanitaire universelle au bénéfice de près de 37 millions de personnes vivant avec le VIH ainsi que de l'ensemble des personnes vulnérables et touchées par l'épidémie. La couverture sanitaire universelle, un projet cher au directeur général de l'OMS. Mais au fait, Firmin, que faut-il exactement comprendre par ce concept? En fait, Mohamedou, la couverture universelle repose sur la constitution de l'OMS de 1948 qui proclame que la santé est l'un des droits fondamentaux de tout être humain. Le but de la couverture universelle en matière de santé est de faire en sorte que tous les individus aient accès aux services de santé dont ils ont besoin sans que cela n'entraîne pour les usagers de difficultés financières. Pour qu'une communauté parvienne à la couverture universelle en matière de santé, plusieurs facteurs doivent être réunis. Un système de santé bien géré, des soins à un coût abordable, l'accès aux médicaments et aux technologies essentielles pour diagnostiquer et traiter les problèmes médicaux, enfin des effectifs suffisants de personnel de santé bien formé et motivé. Vous suivez Votre Santé, Votre Avenir sur VOA Afrique. Un médicament sur 10 en circulation dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires est soit de qualité inférieure, soit falsifié. C'est ce que révèle une étude menée par l'Organisation mondiale de la santé.
Oui, cette étude repose sur l'examen de plus de 100 articles de recherche sur des analyses de la qualité des médicaments menés dans 88 pays. En outre, depuis 2013, l'OMS a mis en place un système mondial de surveillance et de suivi des produits médicaux de qualité inférieure et falsifiés. Grâce à ce système, l'OMS a réussi au moins 1500 signalements de cas de produits de qualité inférieure ou falsifiés. Près de la moitié de ces signalements venaient d'Afrique. Les antipaludiques et les antibiotiques sont les plus fréquemment cités. Eh bien, Firmin, une question qui intéresse probablement nos auditeurs. Y a-t-il des moyens de reconnaître les médicaments de mauvaise qualité ? Il faut dire que certains produits médicaux falsifiés sont très difficiles à détecter. On peut cependant en identifier beaucoup en examinant l'emballage pour contrôler l'état du produit, ainsi que d'éventuelles erreurs d'orthographe ou de grammaire en vérifiant les dates de fabrication et de péremption et en s'assurant que les dates sur les conditionnements extérieurs correspondent à celles figurant sur l'emballage intérieur, en s'assurant que le médicament ne soit pas décoloré, dégradé et qu'il n'ait pas une odeur inhabituelle. Mais la meilleure chose à faire est d'acheter des médicaments dans une pharmacie agréée et uniquement sur prescription d'un médecin. Chose pas toujours évidente en Afrique où le recours aux médicaments de la rue est dicté par le faible pouvoir d'achat des populations. Mais rappelons-le, les faux médicaments non seulement ne guérissent pas, mais ils peuvent tuer les malades. Merci en tout cas, Firmin. Votre santé, votre avenir, l'invité de la semaine. Plus de 25 millions de personnes vivent avec le VIH-Sida en Afrique, selon l'Organisation mondiale de la santé. Cette maladie est de moins en moins redoutable. Les personnes infectées peuvent vivre très longtemps si elles sont dépistées précocement et prennent leur traitement antirétroviraux. Mais les besoins des personnes vivant avec le VIH-Sida ne se limitent pas à l'accès aux médicaments et aux soins médicaux. Ces personnes ont souvent besoin de conseils et d'un soutien psychosocial. Et cela commence depuis le dépistage jusqu'à la vie quotidienne de ces personnes dans les hôpitaux, les familles, les écoles et les milieux professionnels. Pour en parler, Votre santé, votre avenir a rencontré le docteur Wesley Lumika, médecin généraliste à la clinique La Brèche de Beni en République démocratique du Congo. Il commence par nous dire comment annoncer à un patient qu'il est porteur du VIH. Il est au micro de notre correspondant Ericas Mouissi. Pour annoncer les résultats, il faut un personnel soignant bien formé. Parce que vous savez que le VIH, c'est une pathologie qui est entachée de beaucoup de mythes, beaucoup de discriminations et de stigmatisations en rapport avec les personnes qui sont porteuses de ces virus. Et donc, le personnel qui annonce ces résultats doit être formé dans les counseling, donc dans la manière d'annoncer. Et cela se passe par la mise en confiance du patient. Donc, il faut qu'il y ait une relation de confiance, une relation de restauration de la dignité, de la confiance du patient. Et c'est là, surtout, l'information. Parce que plusieurs personnes, quand ils viennent à l'hôpital pour un problème d'infection sexuellement transmissible ou curieusement qui n'ont même pas de plainte en rapport avec les complications du VIH, ces gens-là, ils ont souvent des idées préconçues et des tabous au niveau de la société, et ça demande que le personnel soit formé dans la manière d'annoncer. Donc ça se fait d'abord d'emblée en ayant déjà établi une relation de confiance avec le patient, que le patient se sente sécurisé, qu'il se sente qu'il peut se confier à vous, vous pouvez être son aide, vous pouvez être responsable de ces secrets-là, donc savoir garder ces secrets-là et l'aider pour la prise en charge. Et quelles sont les garanties pour la confidentialité des résultats ? Bon, déjà, partant même de la déontologie médicale, de la prestation de serment que les médecins font et tous les personnels soignants, bien sûr, les résultats d'un malade, c'est un secret professionnel. Déjà, il y a des codes qu'on donne quand on demande les résultats. Le laborantin, quand il va écrire les résultats, il va les coder. Donc, ce sont des codes qui sont intrinsèques à un hôpital quelconque. Et que donc, même si une autre personne qui n'est pas du domaine peut tomber sur les résultats, il ne saura pas les interpréter parce que vous aurez déjà un code au niveau interne. Et ça permet déjà de sécuriser l'information par rapport à la maladie. Deuxièmement, le patient lui-même doit se sentir sécurisé. Comme je l'ai dit tantôt, le fait même
de lui proposer de faire un test VIH, vous devez lui garantir que vous allez garder cela pour vous-même et pour lui. Et que donc, naturellement, et de par notre serment, on ne peut pas divulguer des informations comme ça. Et que dites-vous à ceux qui sont dépistés positifs? Comment annoncer ce genre de nouvelles sans pousser à bout les personnes testées positives? Bon, voilà. Encore une fois, on annonce la nouvelle en donnant l'information réelle par rapport au VIH. Donc, leur montrer le VIH, c'est quoi? Ce n'est pas une fatalité. Le VIH, c'est une maladie chronique. Donc, ça ne guérit pas jusqu'aujourd'hui. On n'a pas de traitement curatif qui est accessible. C'est un traitement à vie. Et on encourage les patients parce que déjà, vous avez, en tant que prestataire, beaucoup de cas que vous suivez et qui sont déjà avec des bons résultats par rapport à leur clinique, et vous le rassurez. Il faut une rassurance. Vous rassurez les patients comme quoi il y a des cas, des patients qui sont porteurs du virus de VIH et qui sont en train de suivre les traitements et leur vie s'améliore, il n'y a pas de problème. Donc, ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas la fin du monde, et lui montrer des cas concrets que, évidemment, il sera bien suivi et que vous serez son aide, son apport par rapport à cette épreuve-là de la maladie. Entre-temps, quels sont les problèmes d'ordre psychosocial rencontrés par les personnes vivant avec les VIH/SIDA aujourd'hui? Bon, déjà, vous voyez la catégorie des personnes qui sont atteintes par le VIH. Souvent, dans nos milieux, ce sont des personnes qui sont vulnérables. Donc, les pauvres, les jeunes filles, les femmes, parce que le VIH aussi suit la ligne de vulnérabilité. Et aussi, souvent, ce sont des personnes qui ont soit une vie sexuelle qui les expose. Voilà. Des professionnels des sexes, des orphelins, des immigrants comme dans notre région où il y a une instabilité politique et sécuritaire. Ça fait qu'il y a beaucoup de gens qui sont des déplacés internes et qui sont dépourvus de tout, et ça crée une certaine vulnérabilité par rapport à leur vie sexuelle, et ils s'exposent comme ça, des jeunes filles, des jeunes garçons, et ça fait qu'ils ont des problèmes par rapport à l'argent. Donc, ce sont souvent des enfants, soit des orphelins, soit des militaires, soit des personnes qui n'osent pas facilement à s'en sortir socialement. Donc, il faut un suivi social avec des programmes d'appui, des soutiens pour ces personnes-là. Et donc, ils ont des problèmes psychosociaux, évidemment, aussi par rapport à la stigmatisation. Parce que ici, chez nous, quelqu'un qui attrape le VIH, il est supposé avoir brisé certaines règles sociales, et il est supposé avoir fait quelque chose de mal pour attraper le VIH. Ce qui fait qu'il est vu des mauvais œils par l'entourage. Alors, il faut renforcer psychologiquement les patients. Il faut les rendre autonomes financièrement. Il faut l'aider, le soutenir pour qu'ils puissent s'en franchir. Alors, certaines PVV, surtout les homosexuels, se plaignent parfois des mauvais traitements dont ils ou elles sont victimes dans les hôpitaux. Qu'est-ce qui est fait ou qu'est-ce qui peut être fait pour améliorer l'accueil et l'assistance de ces personnes dans les structures sanitaires? Oui, déjà, il faut travailler sur les mythes, donc la culture locale. Donc, certaines personnes, déjà, le fait de voir un homosexuel dans notre société, il est supposé être quelqu'un qu'on stigmatise déjà à partir de l'extérieur. Et au niveau de l'hôpital, on fournit des efforts pour mettre à niveau nos personnels soignants afin qu'ils puissent considérer ces patients-là comme des malades, tout simplement. C'est un patient qui doit avoir les soins au même titre que les autres, et il faut assainir le climat d'accueil, qu'il puisse se sentir considéré, qu'il puisse avoir confiance en lui-même, et lui permettre à ce que le fait qu'il est venu se confier dans un tel hôpital, qu'il ne puisse pas trouver une occasion pour échapper au traitement. Donc, les personnels soignants qui accueillent ces genres de patients doivent être formés dans la prise en charge. Et quelles sont les formes d'assistance psychologique et sociale qui peuvent être utiles pour les PVV et dans les écoles, dans des milieux professionnels? Il faut des programmes, des activités d'autonomisation, c'est-à-dire vous créez des emplois, créer des programmes comme la menuiserie, la maçonnerie, l'élevage,
la coupe couture pour les jeunes filles, afin qu'elles puissent, non seulement qu'elles ont déjà attrapé le VIH, mais qu'elles ne puissent pas propager ce virus dans la société. Parce que c'est souvent à cause de cette vulnérabilité sociale. Donc, une fille qui est orpheline, elle n'a pas de quoi payer ses études. Elle est vulnérable devant un professeur qui les négocie du côté sexuel parce qu'elle veut continuer les études. Et que donc, si vous donnez à cette fille-là une activité qui va l'autonomiser financièrement, souvent, elles s'en sortent. Elles ne vont pas être des réservoirs ou des personnes qui vont continuer à propager le virus. Même chose pour les enfants qui sont démobilisés des groupes armés et qui sont atteints de VIH. Si on n'a pas de programmes nationaux ou des programmes financés par des partenaires du gouvernement et consorts pour essayer de faire à ce que ces gens-là puissent être stables plus ou moins socialement, c'est déjà un problème. Donc, non seulement qu'il faut donner des ARV, des antirétroviraux, il faut donner des conseils, bien sûr, il faut aussi un soutien social, psychologique. Dans il faut des cabinets d'écoute, il faut des cadres sociaux qui vont faire le suivi de ces patients-là. Et cela demande vraiment des programmes assez élargis, assez costauds, pour essayer de maintenir ou de contenir cette pathologie. Alors, afin de manière un peu claire, que pouvez-vous dire aux familles et des personnes qui nous écoutent, comment vivre avec le PVV et les assister psychologiquement et socialement? Voilà, déjà, il faut leur donner l'information, la vraie information. C'est que le VIH, comment il se transmet. Donc, la personne qui vit avec le VIH, c'est pas parce que vous avez cette personne-là dans votre famille que vous allez la stigmatiser pensant que, par exemple, manger avec la personne, vous allez attraper le VIH. Donc déjà, il faut que ces familles-là puissent diriger ces patients dans des centres de dépistage volontaire pour que ces patients-là puissent avoir l'information nécessaire et leurs familles doivent tout faire pour accompagner ces patients-là, savoir comment se transmet la maladie, comment être un soutien pour ce patient-là, parce que en réalité, actuellement, le VIH, ce n'est pas une fatalité, c'est une pathologie, une maladie qui peut être suivie à long terme. On peut vivre 30 ans avec son VIH. Il y a des expériences, il y a des gens qui vivent avec le VIH plus de 20 ans et sans difficulté. Donc, les familles doivent avoir l'information nécessaire par rapport à la maladie et cela diminue la stigmatisation, cela diminue la paupérisation des personnes qui vivent avec le VIH. Donc cela doit se faire avec des émissions comme celle-ci, créer des espaces d'écoute, créer des espaces où la population peut accéder à l'information sur le VIH et cela diminue les risques de stigmatisation de nos patients qui sont dans des familles, dans des communautés, en milieu professionnel. Nous remercions le docteur Wesley Lumika qui était au micro de notre correspondant dans le Nord Kivu, Erikas Mouissi. Quelqu'un l'a vécu? Voici son témoignage. L'un des problèmes majeurs rencontrés par les personnes vivant avec le VIH, c'est le regard des autres, le rejet de la société. C'est pourquoi le soutien psychosocial de ces personnes passe aussi par leur protection contre les actes de stigmatisation et de discrimination. En République démocratique du Congo, par exemple, une loi a été votée pour réprimer ce qui pose des actes hostiles contre les personnes vivant avec le VIH. Pour en savoir davantage, nous avons joint à Kinshasa Serge Tamundele. Il est le conseiller juridique de l'UCOP+, l'Union congolaise des organisations de personnes vivant avec le VIH. Nous avons la loi 08/011 du 14 juillet 2008 portant protection des droits des personnes vivant avec VIH et personnes affectées en République démocratique du Congo. L'article 42 punit d'une servitude d'1 à 6 mois et puis une amende de 50 000 à 100 000 francs congolais. Alors, ces lois existent, mais l'accès à la justice elle-même est-elle facile pour les victimes? Il faut situer cet aspect à deux niveaux ou à deux dimensions. D'abord, la stigmatisation et la discrimination posent problème parce qu'une personne vivant avec VIH, s'il n'est pas dévoilé, il vit toujours en cachette ou il n'a pas encore brisé de silence. Du fait de son statut, il y a un problème sérieux pour qu'il accède à la justice. Ça, c'est une dimension. Ce qui concerne l'accès à la justice par rapport aux frais, par essence, une personne vivant avec VIH a une faible capacité financière ou économique.
Donc ça pose un problème pour des frais en justice. Donc ce sont des problèmes d'ordre pratique que les personnes vivant avec VIH rencontrent par rapport à l'accès à la justice. Mais de l'autre côté, il faut aussi noter qu'il y a un problème de l'information. La personne vivant avec VIH doit avoir l'information de ses droits par rapport à cette loi qui les protège. Comme on dit, le degré de la revendication peut dépendre du niveau de la connaissance ou de l'information que la personne a. Donc il y a un problème aussi de l'information de cette loi. Parlons concrètement des cas de stigmatisation. Vous qui êtes le conseiller juridique de l'UCOPLUS, est-ce que vous avez suivi des cas particuliers de victimes de discrimination? Est-ce que les gens se plaignent à votre niveau? Est-ce que vous avez enregistré des cas? Racontez-nous un peu votre expérience d'un point de vue pratique de victimes. Oui, c'est du jour au jour que nous recevons des cas de discrimination et stigmatisation. Ça existe d'abord au niveau même de famille, au niveau de l'église, au niveau de la communauté, du travail. Donc nous recevons des cas là de discrimination et stigmatisation. Là, l'expérience en est vraiment imminente du fait que même le partenaire, le conjoint, vous pouvez rencontrer par exemple des conjoints qui sont sérodiscordants. Il y a des cas que nous assistons d'abord. Mais il y a un préalable. Et le préalable, c'est l'accompagnement psychosocial. Comme je venais de dire, il y a un problème aussi de l'autostigmatisation de ces personnes vivant avec VIH. Donc, il faut préparer un accompagnement psychosocial pour préparer, pour qu'il soit conséquent au niveau de la justice. Donc, des cas sont très nombreux. Même en milieu sanitaire, il y a des stigmatisations et discriminations à l'endroit des personnes vivant avec VIH qui rapportent au niveau de l'ICOP, étant l'ICOP est une structure aussi qui travaille avec un groupe thématique que nous appelons droits des VIH au pays, les droits de l'homme, des avocats, des défenseurs judiciaires, des défenseurs des droits de l'homme, des prestataires de soins et tout le monde. Vous, en tant qu'expert, conseiller juridique, est-ce que vous avez des recommandations que vous pouvez formuler pour peut-être améliorer le cadre juridique qui protège les personnes vivant avec le VIH qui pourraient être victimes de stigmatisation et de discrimination? D'abord et avant tout, c'est un problème de la vulgarisation de ce cadre parce qu'il existe déjà une loi très méconnue, que ce soit au niveau des bénéficiaires, que ce soit au niveau des opérateurs de justice, donc magistrats, avocats et tous les auxiliaires là, ils sont vraiment moins informés sur la loi. Donc ça demande une vulgarisation parce que les instruments sont là, comme je venais de citer tantôt. Et de l'autre côté, il y a des dispositions qui gênent en ce qui concerne la protection des droits des personnes vivant avec VIH. L'article 45 de la loi est puni de servitude pénale 5 à 6 ans et d'une amende de 500 à 1 million de francs congolais toute personne qui transmet délibérément le VIH à autrui. Donc, ça criminalise et des lois qui criminalisent le VIH ne favorisent pas la lutte. Nous remercions Serge Tamondele à Kinshasa. Rendons-nous maintenant à Abidjan, en Côte d'Ivoire, pour voir comment une organisation peut apporter une assistance psychosociale aux personnes vivant avec le VIH-Sida. Kassim Koulibaly est le coordinateur de l'ONG Solidarité Plus. Il nous parle des activités de son organisation. Il est au micro de nos partenaires de la radio Côte d'Ivoire. L'ONG Solidarité Plus existe depuis avril 2004. Nous intervenons dans la prise en charge psychosociale des personnes vivant avec le VIH et nous faisons aussi la prise en charge des tuberculeux. Qu'est-ce que vous faites concrètement au quotidien avec toutes ces personnes-là? Il faut dire que la prise en charge des personnes vivant avec le VIH, dans l'accompagnement des personnes vivant avec le VIH à prendre leur traitement ARV, c'est quelque chose qui doit se faire le jour le jour. Et aujourd'hui, il est prouvé médicalement qu'une personne qui prend correctement ses médicaments, qui prend bien ses traitements ARV, peut vivre pendant longtemps. Et nous, en tant qu'organisation non gouvernementale, nous venons auprès de ces personnes-là pour leur donner des conseils psychologiques, pour leur dire que c'est pas parce que ici c'est le positif aujourd'hui que la vie est finie. Non. Et nous effectuons des visites à domicile auprès de ces personnes-là pour voir dans quel cadre, comment ils partagent leur séropositivité avec leur famille. Alors on va voir un peu les difficultés que vous rencontrez dans le déroulement de vos activités. Bon, la première difficulté, c'est la baisse, la diminution des subventions des partenaires de mise en œuvre. Aussi, il faut dire qu'il y a certains partenaires dans leur paquet minimum d'activités n'associent pas les communautaires à la prise en charge psychosociale
des personnes vivant avec le VIH. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas très intéressant. Parce que vous savez que dans la prise en charge psychosociale des PVH, des personnes vivant avec le VIH, l'individu, lorsqu'elle voit la personne qui l'accompagne dans son traitement, dans sa prise en charge psychosociale, a le courage de continuer. Sinon, l'une des difficultés aussi, c'est la réticence des conjoints à venir aux séances de consultation prénatale. Et jusqu'à présent, les conjoints sont encore réticents aux séances de consultation prénatale. Puis il y a aussi le problème des subventions, parce que c'est vrai, les ARV sont gratuits, on ne les paye pas. Mais il faut reconnaître aussi que, à côté des ARV, les personnes vivant avec le VIH ont d'autres difficultés, ont d'autres infections opportunistes. Et souvent, les montants alloués pour ces ordonnances-là, souvent ne couvrent pas la quasi-totalité de l'ordonnance qui nous est présentée souvent. Et ça, c'est une des difficultés aussi. Et puis, des questions qui reviennent sur nos sites de prise en charge. Est-ce que je pourrais m'insérer dans la vie sociale? Est-ce que je pourrais avoir un boulot? Donc auprès de certains partenaires, certains ONG qui ont une vision dans le droit de l'homme, nous orientons ces personnes-là. Parce que souvent, les PVH se sentent marginalisés et disent que est-ce qu'on pourra s'insérer? Nous remercions nos partenaires de Radio Côte d'Ivoire pour ce témoignage. Questions et commentaires, c'est maintenant. Chers auditeurs, un expert vous répond. Voici le moment, chers auditeurs, où nous vous donnons la parole pour poser vos problèmes de santé. Notre consultant, le docteur Aman Genkap, a répondu à vos questions. Le docteur Genkap est médecin urgentiste et praticien au centre hospitalier universitaire de Soissons en France. Bonjour docteur, je suis Guy René Kambaï, je suis à Kinshasa. Je voulais savoir pourquoi il y a un taux si élevé des maladies cardiovasculaires, des AVC communément. À l'époque, on n'en parlait pas. Maintenant là, ça devient tout un problème. Dans chaque famille, dans chaque quartier, presque, il y a une personne qui souffre de cette maladie. Quelles sont les causes et comment il faut le prévenir? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que cette maladie soit pas éradiquée, mais qu'on n'en parle plus? Guy René a tout à fait raison, puisqu'il y a une trentaine d'années, on ne parlait quasiment pas de maladie cardiovasculaire ou d'AVC en Afrique. Mais aujourd'hui, on a tous les ans des millions de morts. Les causes sont très simples. La première cause est la mauvaise hygiène de vie. Notre mauvaise hygiène de vie qui est faite de malbouffe et qui est faite de sédentarité. C'est vrai qu'en Afrique, à l'époque, on allait au champ, on avait des activités physiques parce qu'on allait par exemple puiser de l'eau et tout ça c'était de l'activité physique. Alors que de nos jours, avec la modernité, avec la mondialisation, les populations africaines se sont également sédentarisées comme en Europe. Ce qui fait que la sédentarité est faisant le lit des maladies cardiovasculaires et notamment de ces facteurs de risque dont l'hypertension, le diabète, l'obésité, le cholestérol, ces maladies cardiovasculaires ne font que s'amplifier en Afrique. La mortalité de ces maladies cardiovasculaires ne fait que s'amplifier en Afrique. Comment les éviter? Le conseil que je peux donner à Guy René, c'est dans un premier temps de l'information. Parce que très souvent, c'est l'ignorance qui nous tue. L'ignorance des facteurs de risque et des bonnes règles d'hygiène. Donc, pour lutter contre ces maladies cardiovasculaires et surtout les prévenir, il faudrait lutter contre la malbouffe, lutter contre la sédentarité et organiser un dépistage précoce des facteurs de risque, dont l'hypertension artérielle, que moi je qualifie du tueur silencieux, mais également du diabète, de la surcharge pondérale, du cholestérol, éviter le tabagisme, consommer de moins en moins d'alcool. Malheureusement, on constate que nous consommons de plus en plus d'alcool en Afrique et ça aussi, l'alcoolisme est une cause de maladie cardiovasculaire. N'oubliez pas, si vous avez des questions ou des commentaires, contactez-nous sur la page Facebook de VOA Afrique. Par ailleurs, regardez la version télé de ce programme sur cette page Facebook, sur voafrique.com et sur nos télévisions partenaires. C'est ici que prend fin votre santé, votre avenir. Cette édition était consacrée à la prise en charge psychosociale des personnes vivant avec le VIH-Sida. Pour en parler, nous avons reçu comme invité le docteur Wesley Lumika, médecin généraliste à la clinique La Brèche de Béni en République démocratique du Congo. Il nous a parlé des problèmes psychologiques et sociaux rencontrés par ces personnes. Il nous a surtout donné quelques conseils pratiques pour leur venir en aide. Nous avons également écouté Serge Tamundele, conseiller juridique de l'UCOPLUS, l'Union congolaise des organisations de personnes vivant avec le VIH. Avec lui, nous avons abordé les instruments juridiques pouvant protéger les personnes vivant avec le VIH face aux actes de discrimination et de stigmatisation. Enfin, nous avons écouté le témoignage de Kassim Koulibaly,
coordonnateur de l'ONG Solidarité Plus en Côte d'Ivoire, une ONG qui assiste les victimes du sida bien au-delà du traitement antirétroviral. Nous leur disons merci. Merci également à Firmin Koyaweda qui était avec nous pour vous présenter les événements qui font l'actualité santé. Merci à nos différents correspondants en RDC, Gabriel Nina à Lubumbashi, Béro Matanda à Kinshasa et Erikas Mouissi à Beni qui ont aidé à la préparation de cette édition. Une édition réalisée avec le concours de Michel Joseph et de Zainab Abdalman qui était à la console. À la présentation, c'était Rosine Mounezero et j'étais en compagnie de Mohamedou Oumfa. Continuez à écouter VOA Afrique et n'oubliez surtout pas de prendre soin de votre santé car votre santé, c'est votre avenir. À la prochaine. C'était Votre santé, votre avenir, une production de VOA Afrique. Pour vos commentaires, vos questions ou vos témoignages, retrouvez-nous sur voaafrique.com ou sur notre page Facebook VOA Afrique.